qui a fait qu'effectivement, nos prisons se sont retrouvés avec énormément d'enfants qui ont fumé ou de jeunes qui ont fumé le yamba. Nous avons quand même l'obligation de tirer les leçons de la loi Jamra et nous le ferons. Et une loi vous sera, un projet vous sera présenté très prochainement pour tenir compte justement de cela, pour éviter ces travers-là. Et je vous dis aussi qu'entre autres, la criminalisation de ces infractions règle en partie, mais bonne partie, les craintes que les uns et les autres, effectivement, ont eu à émettre à juste raison. Qui dit criminalisation dit 3 degrés de contrôle. Il y aura donc une enquête au niveau de la police et ouverte au niveau de la gendarmerie. Si ça dépasse, ça ira devant le juge d'instruction. Et vous savez que le juge d'instruction est doté des prérogatives beaucoup encore plus fortes que celles des gendarmes et des policiers. Donc le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Quand il est saisi, il va vérifier si l'accusation est fondée, ou il y a des présomptions, ou si elle est erronée. Et cela se fait en présence des avocats des deux parties. Mais n'oublions pas également que devant la police et la gendarmerie, désormais dans notre corpus judiciaire, à partir de l'interpellation, la présence de l'avocat est obligatoire. Ce qui signifie que déjà, même à la police, la personne poursuivie a la possibilité effectivement d'être assistée. Je dis que le juge d'instruction a le pouvoir d'enquête. Et ce pouvoir est fait devant les deux parties représentées. Parce que la présence de l'avocat est obligatoire à ce niveau-là. Le juge d'instruction, une fois qu'il a terminé son instruction, qu'il décide de retenir et de renvoyer la personne devant le tribunal pour jugement, ou s'il décide qu'il n'y a pas lieu et qu'il ordonne le non-lieu, les personnes ont la possibilité de saisir la chambre d'accusation. Chambre d'accusation qui a également les mêmes moyens d'investigation, qui a le pouvoir de revenir sur la décision du juge ou bien effectivement de confirmer la décision du juge. Devant cette chambre d'accusation également, le débat est contradictoire. Une fois le tribunal saisi pour jugement, vous l'avez tous vu, au moins une fois dans votre vie, vu ou assisté à un procès. Vous savez très bien que le plaignant est assisté. Tant que c'était un délit, ce n'était pas obligatoire. Désormais, c'est une obligation. S'il n'a pas d'avocat, un avocat sera commis d'office pour répondre à une de ces personnes qui avait interpellé en disant si on pouvait pousser à ce que l'avocat ne soit pas là. Non. La présence de l'avocat, elle est nécessaire. Je ne le dis pas parce que j'ai été avocat dans ma formation. Je suis toujours un avocat et toujours un avocat. Mais si on craint qu'il y ait des abus, on ne peut que souhaiter la présence d'un avocat pour justement au moins amoindrir ses avis. Donc, devant le juge du jugement, devant le tribunal, encore là, le débat est contradictoire. Le débat est contradictoire. Le plaignant a son avocat ou ses avocats. La partie civile, le prévenu, a son avocat ou ses avocats. Il est tenu d'en avoir. S'il n'a pas les moyens, on lui trouvera un avocat. Donc je pense que déjà, par ce triple degré, je crois quand même que les inquiétudes des uns et des pauvres et des autres
peuvent être effectivement ramenés à de justes proportions. Étant entendu, bien entendu, que rien n'est parfait. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, je ne peux que remercier. Parce que les observations qui ont été faites, je résume, je ne vais pas répondre un à un, mais globalement, c'est des observations et quelques inquiétudes. À part 2 ou 3 qui ont donné des informations qu'à mon avis qui méritent d'être précisées. On a parlé effectivement de l'absence de dispositions concernant les attouchements sexuels. J'ai dit non. Au niveau, le code pénal, en son article 320 bis, vient d'être criminalisé. Donc, nous avons pris en charge cet élément-là. Je veux dire également que les handicapés physiques ou mentaux, ont été pris en charge par la proposition. Quelqu'un a dit, de façon légère, qu'on ne comprend pas pourquoi on parle d'aggravation, de peine, de circonstances aggravantes. Parce que comme si dans le viol il y avait du bon ou du mauvais. Mais justement, les circonstances aggravantes, ça joue si justement la victime est une personne handicapée. Si la victime est une handicapée physique ou une handicapée mentale, là jouent les circonstances aggravantes. Et c'est dans ces conditions, ou bien s'il y a eu effectivement décès, ou bien que la victime a été atteinte de façon irréversible dans son corps et dans son esprit, c'est dans ces conditions que la peine de peine à perpétuité, sans possibilité, est prononcée. Donc, je pense objectivement que le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui a repris pour l'essentiel les observations des uns et des autres. L'article 319, puisqu'on insiste, je reviens là-dessus. Mais cet article, un avenant dit tout simplement que cet article a été retiré comme amendement. C'est tout. Nous avions, dans le brouillon, envisagé de modifier cet article sur un point précis, où on a dit l'âge de 21, 10 à 21. Nous avons estimé, nous avions pensé que notre société a évolué et qu'il fallait maintenant descendre l'âge au lieu de 21 à 18. C'était donc une façon pour nous de coincer les conditions vis-à-vis effectivement des homosexuels. Nous avons pensé seulement cependant pour éviter certains commentaires qui allaient, bien entendu, malgré nos précautions, ça n'a pas manqué. Pour éviter de donner la possibilité à certaines personnes de politiser un débat qui ne le mérite pas, que nous avons décidé de retirer ce texte, l'article 319, de nos propositions d'amendement. C'est tout simplement cela. Donc, encore une fois, je vous remercie. Et pour vous montrer que nous n'avions pas, parce que le projet est passé en commission. Et je remercie encore une fois devant vous, honorable député, le comportement extrêmement professionnel des membres de cette commission et particulièrement de la présidente de cette commission des lois. Elle nous a beaucoup aidés. Vous savez,
Ce n'est pas parce qu'on est ministre de la Justice ou bien qu'on représente l'exécutif qu'on a toutes les solutions. Nous sommes une part de la solution. Mais c'est vous, les législateurs. Et c'est vous, à part le chef de l'État, qui lui est élu par toute la population, vous êtes également des élus. Et vous êtes en contact permanent avec cette population que nous voulons préserver. Approchez, vous rapprochez, vous dire voilà ce que je soumets. Écoutez vos observations, prendre compte de ces observations. Je pense que c'est la bonne, en tout cas pour moi, c'est ma façon de faire. Et c'est ce que le chef de l'État m'a demandé de faire. Et